Bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci d'être de retour à cette deuxième ronde de webinaires dans cette série de 10 webinaires portant sur le financement gouvernemental, une approche à 10 volets. Merci d'avoir participé la semaine passée. S'il y a des nouvelles personnes cette semaine, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long du processus d'animation. Mélanie Gatt de LAFO, qui est avec moi pour ce webinaire, se fera un plaisir de me relayer les renseignements. Je me présente à nouveau. Mon nom, c'est Luc Comeau. Je suis un spécialiste en financement gouvernemental. J'y travaille depuis une trentaine d'années et puis c'est une de mes passions. La francophonie en est une autre, le hockey en est une troisième. Mais on a assez parlé de moi déjà. Allons-y vers ce troisième webinaire qui va se pencher sur le développement d'un projet en vue du financement gouvernemental. Le grand objectif de la série, c'est toujours de renforcer vos habiletés en financement gouvernemental et également votre confiance et vos outils de gestion dans ce domaine-là. Donc, on est au webinaire 3 d'une série de 10 qui sont offerts les mardis en novembre 2018 par LAFO dans le cadre d'un projet financé par Patrimoine canadien et la Fondation Trillium, où je vous présente des astuces et des meilleures pratiques dans le domaine des subventions et des contributions pour des projets. Donc, on fait un rapide retour sur les deux webinaires précédents. Dans le premier webinaire, on a parlé de l'ABC des subventions et contributions, attente des bailleurs de fonds plus besoin de la communauté égale souvent des confirmations de financement pour vous permettre d'avoir les ressources requises pour livrer des services à vos membres et à votre clientèle. C'est certain que ce n'est pas toujours le cas. L'essentiel de cet enseignement à retirer du premier webinaire, c'est qu'il faut répondre aux attentes des bailleurs de fonds et aux besoins de la communauté pour avoir des chances de mériter du financement. Et il faut, au fil de l'année, proposer plusieurs propositions de financement à des bailleurs de fonds pour aller chercher des ressources pour livrer des projets. La règle d'or, c'est au moins 5 demandes pour obtenir 2 octrois de la part des gouvernements ou des fondations comme la Fondation Trillium. Donc, on a parlé de l'essentiel du financement dans ce premier webinaire. Dans un deuxième webinaire, on a commencé à vous donner des travaux, des exercices et des tâches à faire. Donc, on va faire un retour sur l'exercice des idées de la semaine passée. On a, à travers un exercice successif, on vous a amené à faire la liste des idées de projets qui circulaient dans votre environnement et d'en faire le tri, d'en prioriser de 1 à 3 et pour la première, de la définir en une seule phrase, d'établir le lien avec 2 raisonnements entre l'idée de votre projet et la mission de votre organisme, qui est un autre élément de sélection des idées de projet. Et évidemment, la troisième, est-ce que cette idée répond à une attente ou à un besoin spécifique? Déployer ça davantage. Et les exercices que je vous avais donnés, c'était de faire un peu de recherche sur le web pour trouver des études ou des éléments comparatifs qui vous aideraient à renforcer votre idée de projet en vue du webinaire d'aujourd'hui. Donc, ceux qui l'ont fait ou pas fait, c'est pas grave, vous allez continuer à cheminer avec moi dans ce processus. Retournez dans vos notes et vos idées de la semaine dernière, ceux qui l'ont fait, et on passe à la prochaine étape, c'est-à-dire le développement d'un projet. Pour mettre en place un projet à partir d'une idée qu'on peut expliquer à quelqu'un, il y a beaucoup de travail à faire, un travail de recherche et, dans un deuxième temps, un travail de rédaction. Parlons du premier volet. Au niveau de la recherche, il faut être en mesure de justifier le besoin. On a beau avoir des idées, on a beau penser que les gens en ont besoin de ce projet-là. Une meilleure pratique que je vous recommande, qu'elle soit simple ou élaborée, c'est de prendre le temps de justifier le besoin avant de se lancer trop loin dans la rédaction et dans la recherche de financement gouvernemental et la préparation de demandes surtout. On peut facilement s'égarer et perdre un nombre de temps astronomique à s'enthousiasmer pour des idées et des programmes et se mettre à développer des textes avant de faire cet effort-ci de justification du besoin.
On peut aussi, dans notre créneau, peu importe dans le milieu, la région ou le secteur dans lequel on travaille, on peut aussi avoir une excellente connaissance nous-mêmes des besoins de notre clientèle. Mais encore faut-il que cette connaissance-là soit documentée. Si vous avez eu une assemblée annuelle ou des rencontres de consultation où vous avez fait une étude ou des rapports ou un plan stratégique, évidemment, il y a là des sources de données. Mais en fonction du besoin spécifique pour l'idée de projet, moi, je vous encourage à faire au moins une démarche simplifiée, soit de sondage ou de groupe témoin. Et dans certains cas, si le projet est à grande portée, considérez même faire une étude de faisabilité avant de mettre en œuvre le projet et même avant de tenter d'aller chercher l'ensemble des ressources requises pour la mise en œuvre. Je vais en parler dans les suivis et dans les prochains webinaires, mais il y a des programmes de financement qui financent la réalisation d'études de faisabilité plutôt que la réalisation du projet lui-même. Il y en a un pour lequel il y a une date de tombée en février 2019. Donc, alors que vous triez vos idées de projet et que vous pensez aux besoins, n'oubliez pas qu'il y a cette porte-là qui s'ouvre à vous, qui peut peut-être même être une deuxième démarche après la réalisation, soit d'un sondage ou d'un groupe témoin. Donc, en termes de sondage, parlons-en un instant. Il y a quelques étapes clés à franchir lorsqu'on veut consulter un groupe cible. Premièrement, il faut définir à qui cela s'adresse. Donc, si on a un projet d'augmentation de la participation à nos activités culturelles, évidemment, on s'adresse soit au public jeunesse ou au public grand public, ou c'est peut-être une série culturelle, une série d'humour. On a une clientèle spécifique auquel on veut s'adresser. Donc, il faut la préciser un peu, la décrire, et il faut se donner un outil de sondage. Il y a des services gratuits sur le web qui existent. Google Formulaire, par exemple, il y a un service gratuit qui s'appelle SurveyMonkey. Il y en a d'autres. À moins de vouloir vraiment faire des sondages élaborés, on peut, dans une approche relativement simple, utiliser des outils gratuits. La clé, c'est de définir les questions à poser. C'est là où on doit mettre son énergie. Et on peut faire un sondage d'une dizaine de questions autour de notre idée de projet. Puis essentiellement, lorsqu'on consulte, on peut décrire le projet en quelques mots, demander aux gens si ça correspond à un besoin qu'ils perçoivent eux pour eux-mêmes ou pour des gens dans leur réseau ou leur environnement. Donc, par exemple, pour un projet qui touche des services pour donner des meilleures habiletés aux jeunes parents, on peut consulter les gens et demander s'ils connaissent des gens qui ont des défis au niveau de l'encadrement de leurs enfants, au niveau des habiletés de vie, et vérifier en plusieurs questions s'il y a besoin ou non pour des services de formation ou des services de conférence, des services d'appui, des services de groupe d'entraide. Donc, c'est notre chance d'un petit peu mettre de la chair sur les activités de notre projet, les résultats qu'on veut viser, et de carrément poser des questions à des gens pour avoir des réponses qui vont nous éclairer à savoir si on doit vraiment pousser cela beaucoup plus loin ou non. C'est essentiellement un laboratoire et où on peut faire avancer nos idées de projet avant de les rédiger. Ça n'a pas besoin d'être un grand sondage avec 2000 répondants. Un sondage comme celui-ci dans une région spécifique, comme par exemple, disons, on est dans la région de York, le comté de York en Ontario. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes, il y a des milliers de francophones. On peut, à travers nos réseaux, essayer d'aller chercher, exemple, un échantillonnage de 20 à 25 répondants. Ce n'est pas la science infuse si on fait un sondage informel avec 25 répondants, mais on va au moins aller se donner des premières réactions pour valider ou non notre idée de projet. Donc, mon conseil, c'est de ne pas trop s'inquiéter au niveau de la perfection de notre questionnaire ou de notre échantillonnage. Il s'agit plutôt de faire une démarche pour aller chercher l'opinion des gens que l'on dessert pour mesurer le potentiel du projet. Une autre façon de le faire, si vous n'aimez pas l'approche sondage, c'est de trier sur le volet et faire une invitation à 5 à 10 personnes qui seraient, d'après vous, représentatifs
ou représentatifs de la clientèle, de les inviter à vos bureaux pour 1 heure ou 2 et de leur poser les questions en groupe et de tenter de susciter des discussions autour de votre idée de projet. C'est certain que recruter des participants, normalement, on offre un repas ou une collation. On doit animer la session de consultation à 5 à 10 personnes. Il faut que les gens se présentent. Donc, on doit non seulement recruter, mais confirmer les inscriptions. Et si on a 10 inscriptions, on a peut-être juste 5 personnes qui se présentent. Il y a des défis avec les groupes témoins, mais c'est une autre façon d'aller chercher de la rétroaction et de la validation sur nos idées de projet. Donc, dans les deux cas, que ce soit un sondage ou que ce soit un groupe témoin, la démarche, c'est de se donner un outil, de préciser la clientèle, de créer le questionnaire et de l'administrer, soit en ligne ou par le biais d'une rencontre. Et le clou, c'est on prend les données brutes, donc l'enregistrement de la session ou les réponses au formulaire, et on prend ces données-là, on en fait une première analyse sommaire, à savoir qu'est-ce qu'on peut détecter comme tendance ou comme constat dans cet élément-là de consultation. Donc, je m'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions concernant justifier le besoin, soit par l'approche de sondage ou de groupe témoin? Je vous donne quelques instants. S'il y a des gens qui ont des questions, posez-les dans le chat et je vais y répondre tout de suite avant de passer à la prochaine étape. J'ai des questions, je pense que tu vas y répondre plus tard. Si tu peux me confirmer, quels sont les programmes de financement des études de faisabilité? Oui, je vais vous vendre la mèche tout de suite. C'est le programme Démarrage de la Fondation Trillium qui a une tombée du début février. Je crois dans le deuxième webinaire aujourd'hui, je vous en parle et vous allez faire un exercice de sélection de projet en considérant celui-là, entre autres. Il y a, à ma connaissance, pas mal seulement celui-là qui finance des études de faisabilité, mais c'est pas dit qu'on n'en identifiera pas d'autres par la suite. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'on doit toujours avoir des rapports financiers vérifiés pour chacune de nos demandes de fonds? Je vais l'adresser tout de suite. La plupart des demandes de fonds exigent des rapports financiers vérifiés. Par contre, lorsqu'on fait la sélection des programmes, c'est possible que non. Il y a des cas. Je peux vous donner un exemple. Le 11 décembre, il y a une tombée à la Fondation Trillium pour des projets d'appui à la jeunesse. Et il y a trois sous-volets au programme. Et dans le volet 2, c'est pour des services aux familles et aux jeunes. Et le groupe n'a même pas besoin d'être incorporé. Donc, ne pas être incorporé ne présume que vous n'avez pas d'état financier vérifié. Donc, la réponse vague, mais qui vous donne un peu un élément de contexte, c'est, je dirais, moi, que pour des subventions de plus de 50 000 $, normalement, on exige des états financiers vérifiés, mais il y a plein de programmes, facilement des douzaines de programmes, où on peut s'en tirer avec soit une mission d'examen qui coûte environ 1 000 $ normalement chez les comptables, ou des états financiers signés par votre trésorier, où essentiellement, il n'y a pas de frais d'honoraires associés. Et il y a des entités comme la Fondation Trillium qui se préoccupent de venir en aide aux groupes émergents. Donc, si vous n'êtes pas encore incorporé, vous n'avez pas des états vérifiés, c'est pas peine perdue. Dans le processus de webinaire, on va pouvoir vous aiguiller vers des pistes de financement avec les services aussi offerts par l'AFO pour vous permettre de au moins déposer des demandes dans les prochaines semaines et mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant sondage et groupe témoin? Pour conclure cet aspect-là, ma recommandation dans le développement de projet, c'est de faire cette petite démarche-là dans la mesure du possible, à moins que vous ayez des données très récentes de votre plan stratégique ou d'une consultation que vous pouvez analyser de la même façon. Mais prendre le temps de faire cette démarche-là, il y a une gestion de projet qui est associée à ça. Ça peut prendre facilement 3-4 semaines de prendre l'idée puis créer le compte, bâtir le questionnaire, aller chercher les réponses, les analyser. Mais à mon sens, c'est une étape qui est très utile pour vous permettre de vraiment baliser l'importance du projet pour les gens que vous desservez. Donc ça, c'est l'approche un peu plus simple qui peut se faire essentiellement en 4 semaines. La prochaine composante, lorsqu'on parle de justifier les besoins,
c'est faire une démarche d'étude de faisabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, une étude de faisabilité? Ça revient à dire, est-ce que le projet est faisable? Est-ce qu'il a des chances de succès? Est-ce que les conditions requises pour que le projet ait du succès sont envisageables? Si vous étiez un jeune entrepreneur qui avait un projet d'ouvrir un commerce, on vous dirait, faites une étude de marché ou faites un plan d'affaires qui comprend une consultation de votre clientèle à savoir si les gens achèteraient votre produit ou service. Les gens, normalement, ont une connaissance un peu de ce domaine-là, mais au moins sommaire. Mais dans le domaine à but non lucratif, il n'y a pas une habitude très ancrée de faire des études de faisabilité. Quand l'AFO a fait des consultations dans les 3 dernières années, entre autres aux rencontres de concertation, le besoin au niveau du financement gouvernemental était parmi les éléments prioritaires et parmi les besoins les plus clairs, c'était de développer les projets et de sélectionner les bailleurs de fonds avec un peu plus de sophistication. Donc, évidemment, c'est le but de cette série de webinaires du côté financement gouvernemental. Donc, en gardant en tête que dans le programme Démarrage à Trillium, on peut financer entre 5 et 75 000 $ pour un projet de 12 mois qui vérifierait la faisabilité de votre projet. Il y a des étapes à franchir. Dans un contexte comme celui-ci, je vous encourage à le concevoir comme vous feriez une demande pour aller chercher des sous pour faire les 4 étapes que vous voyez à l'écran. Rien ne dit que si vous avez un projet très précis, vous ne pouvez pas accorder un contrat de quelques milliers de dollars, de 2 à 5 000 $ par exemple, à un consultant qui vous ferait cette étude de faisabilité-là. Ça aussi, c'est dans le domaine du possible, surtout pour des projets très circonscrits. Parfois, on n'a pas besoin de faire une grande démarche, mais l'importance de cette procédure-là est la suivante. L'étude de faisabilité jette un regard lucide sur qui est la clientèle. On peut faire des analyses de la population, des tranches d'âge au niveau de la démographie. On peut essayer de définir en chiffres la clientèle possible qui pourrait utiliser les services du projet ou du programme que vous bâtissez. Auprès de cette clientèle-là, on peut faire une consultation par sondage ou par groupe témoin beaucoup plus élaborée pour vraiment mesurer davantage les besoins et les préciser, y apporter des nuances. L'étude de faisabilité aussi, normalement, va bâtir les étapes de réalisation du projet et estimer les coûts associés à cela. Donc, si, quand on dit on va bâtir le budget d'un projet pour le financement, l'étude de faisabilité peut se pencher sur cela pour vous. Et un des éléments les plus intéressants de l'étude, c'est que cette démarche-là aboutit sur l'élaboration de un ou plusieurs scénarios ou modèles de faisabilité. Donc, on essaie de faire des plans de mise en œuvre dans une étude de faisabilité qui nous semblent, lorsqu'on fait l'étude, les plus réalistes possibles. Donc, en faisant cette démarche-là, on précise la clientèle, on mesure davantage les besoins, on bâtit le budget et aussi la mise en œuvre du projet. Et donc, si vous avez une excellente idée qui a beaucoup de déploiement, ça vaut peut-être la peine de considérer faire une demande pour un 5 ou un 15 ou un 30 ou un 50 ou un 75 000 $ pour faire cette démarche-là. Si c'est plus de 25 000 $, normalement, on fait un appel d'offres et on retient des firmes pour le faire. Mais cette démarche-là pourrait vous permettre de bâtir un projet à grande portée qui aura un impact sur une vaste clientèle. En termes d'études de faisabilité, l'AFO est à développer des services dans ce domaine-là dans le cadre de son programme, de son service appui à la création de programmes. Il y a un membre de l'équipe à l'AFO qui s'appelle Simon Méthode. Ceux de vous qui étaient à l'Assemblée annuelle l'avaient probablement rencontré. Simon est responsable du service aux membres dans le domaine de l'appui à la création de programmes. Et il travaille avec vous pour définir les projets et faire également les étapes requises pour l'apporter à une demande de financement. Entre autres, dans le cadre de ce service-là, je joue le rôle de l'aiguillage, donc recommander des programmes de financement et on offre également un service de relecture de demande dans la semaine avant la tombée où je peux vous donner de la rétroaction sur votre demande. Donc, je vous encourage
si vous avez des idées de projet, à communiquer avec Simon et d'inscrire votre idée avec lui pour qu'il puisse vous aider à le faire cheminer. Peu importe si vous êtes membre ou non membre de l'AFO, vous avez accès à ce service qui a été financé par la Fondation Trillium pour une durée de 3 ans. Donc, pourquoi justifier les besoins? 1, pour faire avancer votre idée, pour la développer davantage. 2, pour s'assurer que la proposition de financement est forte. Et 3, on est déjà en train d'aiguiller, de planifier, d'encadrer la mise en œuvre du projet. On rêve déjà à la mise sur place du projet, la mise en place du projet sur le terrain. Donc, vous me connaissez, je vous donne des travaux. On commence par un exercice éclair. Il y aura un autre exercice plus élaboré plus tard. Je vous donne 1 minute. En fonction de l'idée que vous avez élaborée la semaine passée, pour laquelle vous avez fait de la recherche dans la dernière semaine, si vous êtes nouveau dans le processus, votre meilleure idée de projet, prenez en note, d'après vous, laquelle des 3 éléments suivants devrait être retenu pour cette idée-là pour la prochaine étape. Donc, allons-y, vous avez 1 minute. Réfléchissez à votre idée et déterminez si vous devriez considérer faire un sondage, un groupe témoin ou une étude de faisabilité. Si vous n'en cochez aucune, cela voudrait dire que vous avez déjà les données en place d'un plan stratégique ou d'un rapport de consultation que vous pouvez utiliser pour justifier le besoin. Merci de votre participation. Avant qu'on passe à la deuxième composante de ce webinaire, qui est celle du résumé de projet, où on prend la plume et on la trempe dans l'encrier et on se met à, taper à l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des questions sur la section « Justifier le besoin ». Je vous donne 30 secondes. OK. Passons à la prochaine étape. En termes de résumer un projet, ma recommandation, que ça s'appelle un résumé, que ça s'appelle un sommaire, au gouvernement, on parle de notes de brefage. Donc, il y a des décisions qui sont prises dans les gouvernements à partir de résumés de projets qui font 1 page. Ma recommandation, c'est que tout bon projet mérite de 1 à 2 pages de texte où on explique l'essentiel et on sculpte les mots pour établir la définition du projet et de créer un consensus sur quelle est l'idée, quel est le projet, qu'est-ce qu'on va faire, quel résultat on va atteindre, quelle action on va entreprendre, quel est le contexte, d'où ça vient ce besoin et quelles ressources a-t-on besoin pour le réaliser. Donc, c'est essentiellement un outil d'1 à 2 pages, typiquement 1 page et demie à 2 plutôt que 3/4 de page, parce qu'on doit expliquer plusieurs choses. Puis essentiellement, ça devient un passe-partout pour le projet. Je m'explique. Écrire le résumé, ça comporte plusieurs étapes et en même temps, vous allez pouvoir détecter les catégories de votre document. Donc, ceux qui ont accès à une prise de notes ou à un ordi ou à un autre écran, la première section, c'est évidemment, il y a le titre du projet et l'organisme. Donc, c'est peut-être sur votre papier en tête ou le nom de votre organisme. Et ensuite, la première section, c'est description du projet et vous tentez de faire un sommaire d'1 à 2 phrases maximum, idéalement 1, qui étale l'essentiel de votre idée. Cette section-là, vous pouvez la commencer, vous allez probablement la compléter quand vous aurez complété le résumé du projet. Vous allez y retourner et la réviser. Mais déjà, on fait un premier jet de
organisme X veut faire un projet de sensibilisation à l'implication à la politique et veut travailler avec les candidats potentiels dans leur communauté pour les encourager à se présenter aux élections scolaires et municipales. Point. C'est un exemple. La deuxième section du résumé de projet, c'est la définition de la clientèle visée. On se réfère au sondage, au groupe de témoins ou à l'étude ou à nos autres sources de données, puis on décrit ce projet viendra cibler les femmes, les jeunes qui s'intéressent à la politique municipale et scolaire et qui considèrent se présenter. Donc, voici une description. On tente de rejoindre 20 personnes dans notre région qui sont soit jeunes et ou femmes. Dans un troisième temps, on mentionne quelques partenaires clés. Nous allons approcher les municipalités, les conseils scolaires et Élections Ontario pour tenter d'aller chercher des ressources pour nous appuyer dans ce processus. On établit la durée du projet, début et fin. Donc, aujourd'hui, on est le 13 novembre. Il faut prévoir du temps pour le financement. Donc, disons que le projet commencerait le 30 juin et se terminerait le 30 juin de l'année suivante. Puis, ensuite, on crée une courte description mise en contexte qui explique d'où vient l'idée, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous motive, quels sont quelques détails contextuels qui motivent notre organisation à faire ce projet. Dans un deuxième temps, on entre dans la mécanique. Je vais y revenir dans quelques instants, mais on va rédiger 2 ou 3 résultats clés. Je vais vous donner des indices sur comment s'y prendre, mais il faut vraiment préciser les résultats qui vont être atteints par le projet. On prévoit aussi une liste d'activités avec un échéancier, donc embauche d'un coordonnateur, élaboration des sessions de formation pour un projet d'implication politique, analyse documentaire avant cela, des ressources et meilleures pratiques disponibles et adaptation en fonction des besoins de notre région ou de la clientèle. Recrutement des participants, organisation des sessions de formation, livraison des formations, sondage de satisfaction, rapport final. Donc, c'est des exemples d'activités qui cadreraient dans un échéancier d'1 an pour nous permettre de livrer le projet. Par la suite, on prévoit les dépenses. Est-ce qu'on a besoin de ressources humaines payées, des contractuels, des salariés? Est-ce qu'on a besoin de dollars pour la promotion, pour l'impression de documents, pour la réservation de salles pour des ateliers de formation? Quels sont les besoins techniques? Est-ce qu'on a besoin d'ordinateurs, de projecteurs, par exemple? Et on fait la liste de toutes les dépenses. Par la suite, on crée un tableau de sources de revenus avec des montants proposés et essentiellement, on indique, par exemple, un bailleur de fonds auquel on demanderait peut-être 15 000 $ et notre organisme peut-être contribuerait 2 000 $ en temps, en ressources administratives. Et là, peut-être qu'un des 3 partenaires clés sera en mesure de contribuer un peu de ressources financières ou techniques à déterminer. Donc, on est vraiment à l'étape, lorsqu'on regarde ces 9 éléments-là, description, clientèle, partenaire, durée, contexte, résultats, activités, dépenses et revenus. C'est les variables clés du projet. C'est certain que ça ne fait pas en une page. Il y a moyen de le résumer, mais il vaut mieux, d'après moi, se donner 2 pages pour mettre en place cette description-là. La raison que je vous recommande un résumé de projet, c'est basé sur mon expérience. Il arrive trop souvent qu'on s'enthousiasme pour une idée et on trouve un programme, on télécharge le formulaire, puis on commence à écrire le projet dans le formulaire du bailleur de fonds. Le risque que je soulève par rapport à ça, c'est que vous allez probablement répondre davantage aux attentes du bailleur de fonds qu'aux besoins de votre communauté et vous allez peut-être louper des étapes de préparation, de consultation ou de ficelage de votre projet selon les questions du formulaire. Donc, ma suggestion, c'est de prendre le temps de le développer, le projet, à tout le moins avec une consultation ou de l'analyse de données et un résumé de 2 pages.
Faire ce résumé alors que vous progressez dans votre réflexion sur le projet, c'est une session de rédaction d'1 heure ou 2 au moins, où on peine à définir les composantes. Mais une fois qu'on a un premier jet, on peut le faire circuler et là, il y a un momentum qui s'installe. Donc, revenons sur un élément clé. Dans les webinaires qui s'en viennent, on va parler de la préparation de demande, de la préparation de budget. On va aller en détail sur beaucoup des composantes. Mais pour cette session ici, parlons des résultats parce que c'est au cœur de ce qui va répondre aux attentes des bailleurs de fonds. Un résultat, c'est un changement mesurable ou descriptible. On insiste sur le mot changement. J'aime bien cette citation d'un ancien président du Collège boréal. Seuls les bébés mouillés aiment le changement. L'être humain, des processus de changement, s'adapter à des changements, des processus de gestion du changement dans des institutions, c'est essentiellement un petit peu difficile pour tout le monde. Donc, il y a là un paradoxe. On veut progresser, on veut livrer des services, on veut amener notre communauté ailleurs. Ça présuppose qu'on fait des changements. Donc, on fait preuve de courage. Mais ça reste difficile. Si on définit un projet à résultat comme étant nous allons informer 10 personnes de l'importance de se présenter aux élections scolaires et municipales, à mon sens, il n'y aura pas vraiment de changement mesurable ou descriptible. Il faut que ça soit plus difficile que ça. Il faut que le jeu en vale la chandelle. Donc, si ce n'est pas difficile, il n'y a probablement pas de résultats livrables. Cette façon-là de percevoir les choses nous amène à utiliser des mots très précis. Je vous donne un tableau résumé pour vous illustrer ce que j'avance. Un résultat, c'est un changement immédiat quantifiable. Demeurons dans la première ligne du tableau pour le moment. La notion immédiat et quantifiable, ça s'applique à des résultats immédiats, à des résultats très concrets. On veut atteindre un but très précis qu'on peut décrire, comme par exemple, si vous voulez diversifier vos revenus à moyen terme et avoir une stabilité financière à long terme, là, descendez la colonne de l'exemple 1, afin d'avoir cette stabilité financière sur peut-être 3 ans ou 5 ans, il faut que par l'année 2, l'année 3, on ait déjà une diversification des sources de revenus. Mais dans l'année 1, pour commencer ce travail-là, un résultat peut-être réaliste serait de négocier 5 nouvelles ententes de commandite pour votre rassemblement clé dans l'année. Il est très chiffrable, mesurable et il est très précis, ce résultat-là. Dans un deuxième temps, si vous regardez l'exemple 2, je parle encore du long terme, si on veut vraiment concerter les gens dans une communauté, donc disons dans la région de Sturgeon Falls, où moi j'ai grandi, on veut rassembler et concerter les forces vives qui travaillent en francophonie. On veut rassembler les gens de tous les secteurs. Donc, on se donne un objectif à long terme de concertation des forces vives. Pour qu'il y ait de la concertation, il faut que les gens travaillent en partenariat. Donc, d'ici quelques années, il faudrait qu'il y ait des partenariats opérationnels où les gens sont en train de vraiment collaborer activement ensemble, peu importe leur entité, sur des projets communs. Pour arriver à cela, peut-être le résultat, c'est de tenir une table de concertation, une rencontre qui amènerait les gens à démystifier qui fait quoi et quelles sont les priorités de chaque organisme et peut-être avec une composante de discussion libre au niveau de quel partenariat devrait-on prioriser et qui devrait s'engager dans ces partenariats-là. Donc, ce que je tente de vous exposer à ce moment-ci, c'est que lorsqu'on parle de résultats dans le résumé de projet, on doit vraiment arriver avec des chiffres et des exemples très concrets de ce qu'on peut faire qui représentent un changement face à la situation actuelle. Avant qu'on poursuive, est-ce qu'il y a des questions sur les résultats? J'ai une question. Une personne qui dit qu'est-ce qu'on peut faire quand nos dépenses changent au cours du projet? Dans les accords de contribution, il y a normalement des tableaux qui sont basés sur l'estimé que vous aviez préparé. Et c'est sur cet estimé que le partenaire financier, le bailleur de fonds, a approuvé vos catégories de dépenses. Typiquement, il y a des modalités dans l'entente vous permettant de dépasser ou non
ces catégories budgétaires-là, normalement d'un maximum de 15 %. Donc, si vous avez 5 000 $ pour des déplacements, 5 fois 15 %, 750. Donc, vous ne pouvez pas dépasser 5 750. Mais ce 750-là, vous pouvez le prendre d'un autre budget, par exemple les salaires. Si vous avez embauché la personne 2 semaines plus tard que prévu, il y a peut-être un peu d'argent là. Donc, dans les tableaux des accords de financement, vous avez déjà là des indices. Par contre, vous pouvez également, par courriel avec votre agent de programme, exposer des cas où la réalité ne ressemble plus à ce que vous aviez prévu et ce qui a été approuvé. Ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être un changement dans la portée du projet où vous pouvez desservir plus de gens pour moins d'argent, donc vous voudriez affecter une somme ailleurs, ou ça peut être carrément, vous avez sous-estimé les coûts dans un domaine. Vous avez toujours le recours d'écrire à votre agent de programme, d'expliquer votre situation et de demander si le prochain rapport financier pourrait faire état d'une augmentation de dépenses, dans la mesure, évidemment, où vous faites une réduction de dépenses ailleurs. Typiquement, les sommes allouées sont maximales. Donc, si vous recevez 22 500 $, les chances que vous en ayez davantage en cours de route sont très, très faibles. Mais vous avez un pouvoir de négociation au niveau de l'accord de contribution lorsque vous signez. Mais même après, s'il y a des facteurs importants qui se déploient, qui changent le projet, vous pouvez écrire à votre agent, les consulter, leur faire des propositions et possiblement obtenir gain de cause. Évidemment, la lorgnette, le filtre utilisé par l'agent de programme, c'est essentiellement, est-ce que ceci permet au projet d'atteindre de meilleurs résultats? Si oui, vous avez des arguments de votre côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les résultats à ce moment-ci? Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il faut toujours faire un modèle logique pour présenter les résultats attendus? Ça dépend de l'ampleur de la somme demandée et des exigences du programme. Typiquement, un modèle logique, puis je le résume essentiellement, le modèle logique, c'est un tableau qui donne les résultats à court terme, les effets à moyen terme, les impacts à long terme et qui donne également les indicateurs de rendement, comment on va mesurer ces résultats-là, les sources de données, la méthodologie qu'on va utiliser, la fréquence qu'on va prendre pour mesurer ces choses-là. Donc, c'est vraiment un plan d'évaluation du projet. Le modèle logique est utile dans des projets à moyen et grand déploiement. La plupart des bailleurs de fonds que je vais vous recommander dans ce processus-ci n'exigent pas un modèle logique. Ils ont des composantes de modèles dans leur formulaire de demande. Ceux de vous qui travaillent avec Patrimoine canadien connaissent l'annexe A où il y a résultats, indicateurs, méthodologie, activités et échéanciers. C'est leur adaptation du modèle logique. Donc, la réponse courte, c'est pas obligatoire, mais c'est une excellente approche à considérer. Est-ce qu'il y a des questions sur le résumé du projet? Dans son ensemble. OK? Allons-y avec quelques consignes au niveau des meilleures pratiques dans ce domaine-là. C'est tout à fait normal que tout ne soit pas encore précisé dans votre esprit alors que vous rédigez cette première ébauche de résumé. Il faut tolérer l'ambiguïté alors qu'on est à l'ordinateur et qu'on essaye de bâtir le projet. Vous avez des données pour vous épauler dans ce travail-là et vous avez la capacité de préciser, utiliser, faire un choix de mots et de faire une première ébauche. Rappelez-vous que ce document-là évolue souvent. Donc, l'important pour faire avancer le projet, c'est de se rendre à ce page et demie-là, 2 pages, l'extraire de vos discussions informelles et de vos réflexions alors que vous conduisez et tout ça, et le mettre sur papier ou sur écran. Et dans une première étape, consulter à l'interne vos bénévoles, votre conseil d'administration, vos collègues, pour faire évaluer le projet. Si vous partagez un 2 pages et vous dites aux gens, dites-moi, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que c'est clair? Notez-moi des commentaires lorsque vous sentez que je n'ai pas été précis. Sentez-vous que le projet a une pertinence pour la clientèle? Donc, partagez le document avec les gens, demandez-leur de réagir et laissez-vous influencer par ces rétroactions-là.
Quand vous avez cette rétroaction-là de l'interne, vous pouvez ensuite sculpter les mots d'avantage. Rien ne vous empêche de consulter des partenaires pressentis et de se servir de cet outil-là, le 2 pages, comme prétexte pour leur présenter le projet. Donc, les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas toujours le temps de faire des réunions, mais s'ils s'engagent à lire un 2 pages d'ici une semaine et vous de faire des commentaires, vous êtes en train d'implanter l'idée de projet dans leur esprit comme partenaire potentiel. Donc, c'est essentiellement, je voulais te partager ceci. Est-ce que tu pourrais me donner de la rétroaction? On songe à faire une proposition de partenariat, vous engager dans ce projet, mais avant, je voudrais vraiment connaître votre réaction, à savoir, croyez-vous qu'on est sur la bonne piste avec cette idée de projet? Je vous envoie quelques pages, revenez-moi dans les 3, 4, 5 jours ouvrables avec des commentaires. Donc, le résumé devient un passe-partout à partir de l'étape de développement du projet où on est présentement. On a filtré des idées, on les a définies en une phrase, on a fait un peu de recherche, on a justifié les besoins, là, on a résumé en quelques pages. Et là, ce 2 pages-là peut devenir le document phare du projet. C'est le cœur du texte de la demande de subvention par la suite. Vous allez être surpris à quel point seulement 2 pages peut vous permettre de répondre à une série de questions, certaines très longues, certaines très exigeantes, certaines très brèves, dans des formulaires de demande de financement. Et vous pouvez régulièrement réviser ce document-là, même durant la mise en œuvre. Donc, si vous déployez un projet avec des partenaires et vous déployez un projet avec des équipes ou des salariés ou même des contractuels qui ne travaillent peut-être pas nécessairement au bureau de votre entité, cet outil-là, le passer en revue à chaque mois puis s'assurer qu'il est encore conforme, c'est une façon de jeter un regard sur l'ensemble du projet. Donc, c'est quelques meilleures pratiques que je vous suggère. On insiste beaucoup dans ce webinaire-ci sur investir les efforts requis pour identifier les besoins à partir de données qu'on peut ensuite citer dans des demandes de financement comme des démarches qu'on a fait, même si c'est un échantillonnage de 20 personnes, même si c'est un groupe témoin de 5 personnes, si c'est une étude de faisabilité, encore mieux, si ça s'applique, mais on documente le besoin et on présente le projet selon une structure de document que je vous ai recommandée qui vous permet d'expliquer l'essentiel du projet à d'autres. Rien ne vous empêche même de consulter des bailleurs de fonds potentiels, ceux qui sont ouverts à des discussions pré-projet avec ce résumé de projet-là pour voir si le projet est recevable. Je prends une minute pour expliquer cette démarche-là. C'est une astuce que je recommande. Il y a des programmes de financement où il y a un formulaire et il n'y a aucune occasion d'interaction avec des agents de programme. Donc, il n'y a pas de processus de liaison avec la communauté chez le bailleur de fonds. Par contre, à Patrimoine, au Conseil des arts de l'Ontario, à la Fondation Trillium, on peut quand même parler à des chefs de programme, des agents qui sont dans le domaine de l'analyse des demandes de subvention et leur dire, voici mon idée de projet, j'aimerais votre rétroaction, à savoir si, selon votre programme, ce type de projet-là pourrait faire l'objet d'une demande. C'est l'essentiel du mot « recevable ». C'est la même démarche qu'avec un partenaire potentiel. C'est une démarche essentiellement où on tente d'enthousiasmer le partenaire à notre idée et les embarquer avec nous. Et il y a beaucoup d'agents de programme qui sont des anciens agents de développement communautaire, donc ils comprennent l'importance de la rétroaction comme ça. Donc, alors que vous avez un résumé, si vous le présentez pour un programme spécifique, n'hésitez pas à avoir une conversation informelle avec un agent du ministère et de leur présenter ce 2 pages-là en disant « On songe à préparer une demande dans votre programme, pourriez-vous déjà nous donner une première rétroaction à savoir si c'est recevable ou non? » Il y en a qui ne voudront pas se mouiller. Il y en a qui vont dire « bon projet, mais je ne peux pas me prononcer ». D'autres vont vous donner de la rétroaction très détaillée et vous donner une autre perspective, celle du bailleur de fonds qui a ses propres objectifs sur le projet potentiel. On cherche toujours les ressources à ce moment-ci, donc aller chercher de la rétroaction, c'est toujours une excellente idée. Donc, je vous conseille de faire cette démarche-là avec le résumé de projet également. C'est le temps des travaux. Dans la prochaine semaine, je vous lance le défi.
Je vais retourner aux 2 diapositives précédentes pour vous résumer les mots-clés pour la structure du document. Mais essentiellement, ce que je vous propose de faire, c'est dans la prochaine semaine, jusqu'au prochain webinaire, après le webinaire 4 qui est tantôt, c'est essentiellement de créer votre résumé à partir de votre idée retenue. Vous avez fait des recherches, vous l'avez précisé. Je vais vous encourager à créer un gabarit dans Google Docs ou dans Word ou dans Pages, peu importe, et d'essentiellement mettre des mots sur votre projet et en faire un résumé. Pour ce type de travail-là, je reviens à la charge. Il y a de l'appui ponctuel disponible à l'AFO. Vous pouvez écrire à Simon et dans le projet Appui à la création de programmes, ce type de service-là au niveau de définir un sommaire de projet, il est disponible. Donc, pour vous aiguiller dans le travail, je vous reviens. Si vous voulez prendre en note, je vous donne la consigne au niveau du gabarit du document. Titre du projet, dans un premier temps. Nom de l'organisme qui est le maître d'œuvre ou qui est le promoteur du projet à ce moment-ci. Donc, votre entité, en principe. Clientèle visée, c'est la 3e catégorie. Description du projet, en une phrase. C'est la 3e catégorie. Clientèle visée, c'est la 4e. Donc, prenez en note les mots-clés. Partenaire clé. Durée. Mise en contexte. Par la suite, résultat. Activité ou échéancier, dépenses et revenus. Donc, je résume à nouveau. Titre du projet, organisme maître d'œuvre ou promoteur, description, clientèle, partenaire, durée, mise en contexte, 2 ou 3 résultats clés, activité et échéancier, dépenses et revenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les résumés de projet? Dans ce cas-là, je vous remercie de votre intérêt, de votre participation aujourd'hui. À 14 heures, donc dans 12 minutes, on va prendre ensemble le fil des discussions autour de la veille, l'analyse et la sélection des programmes. Ça ne vous empêche pas de travailler votre résumé de projet dans la prochaine semaine, mais je vais également vous donner des consignes dans le webinaire 4 en termes de comment sélectionner des programmes de financement. Donc, je vous rappelle que ça s'inscrit dans une série de 10 webinaires. C'est ce webinaire 3 qui a porté sur le développement de projets. Et qu'à la fin de l'automne, début de l'hiver, on va pouvoir vous le préciser dans les prochaines semaines. L'ensemble de la série de 10 webinaires va être disponible en version archivée sur le web pour vous-même et pour vos collègues ou des gens que vous connaissez. Si vous connaissez des gens, des nouveaux dans votre équipe, par exemple, qui veulent faire le même processus, ce qu'on vous présente comme contenu sera archivé et disponible prochainement. Merci beaucoup et à très bientôt.